Aujourd'hui, je perds tous mes abonnés. On a tous envie de dire que la démocratie, c'est bien. Mais pour pouvoir conclure cela, un utilitariste devra montrer que la démocratie conduira au bonheur du plus grand nombre. Souvenez-vous, pour un utilitariste, aucun moyen ni principe n'est moralement bien a priori. Tout principe n'est bien dans un contexte donné que s'il permet, dans ce contexte, à plus de gens d'être plus heureux. Du coup, la question c'est, est-ce que la démocratie permet vraiment le bonheur du plus grand nombre dans le monde d'aujourd'hui ? Alors, avant d'aller plus loin, il me faut faire un point sémantique. Comme on en a déjà parlé, il y a à peu près autant de définitions du mot démocratie qu'il y a de citoyens. Et non, votre définition n'est pas plus juste que celle d'un autre, il s'agit d'une définition, pas d'un théorème. Dans cette vidéo, juste histoire que l'on puisse s'entendre sur une définition, je vous propose de nous arrêter sur la définition littérale du mot démocratie, qui signifie littéralement le pouvoir au peuple. Du coup, est-ce que donner le pouvoir au peuple permet le bonheur du plus grand nombre ? Ah, on a tellement envie de dire oui. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais questionner notre hooliganisme démocratique en vous présentant 7 arguments contre la démocratie. L'objectif n'est pas tant de vous convaincre que la démocratie c'est mal, l'objectif est surtout de vous montrer que notre hooliganisme démocratique est bien moins justifié que ce que l'on pourrait croire. Et qu'en particulier, la démocratie est loin d'être un devoir moral déontologique inébranlable, voire elle peut être nuisible au bonheur du plus grand nombre. Argument 1. La dictature de la majorité. À moins de vivre en anarchie avec tous les problèmes que ça pose, comme on en a parlé dans l'épisode 16, vivre en société requiert de s'accorder sur des règles communes, comme toute personne qui a déjà vécu en colocation le sait. Parfois, on peut s'en sortir avec des solutions assez consensuelles. Cependant, bien souvent, nos préférences individuelles sont rapidement en conflit les unes avec les autres, et il faut un moyen de trancher. En particulier, la démocratie, ça ne peut pas être la prise de décision qui convienne à tous, tout simplement parce que, en général, il n'existe aucune solution qui convienne à tous. Et comme on en a parlé dans le dernier axiome avec Monsieur Phi, l'inaction est une décision. C'est la décision de la préservation du statu quo. Dès lors qu'on tranche généralement via le principe de majorité, et ça revient à dire que la démocratie, c'est avant tout une dictature de la majorité. Une dictature de la majorité. Ou dit autrement, c'est un système de choix social où les minorités n'ont pas leur mot à dire. Argument 2. La lenteur de la prise de décision. Alors bien sûr, on peut souvent être plus consensuel qu'à travers une décision via un scrutin. Sauf que trouver une solution consensuelle, ça nécessite de donner le temps à chacun de s'exprimer et de l'écouter quand il parle. Alors quand on est 3, ça va. Mais quand on est 100, 1000 ou 60 millions, ça devient vite compliqué. Et même un effort partiel de décision consensuelle peut prendre une éternité. En fait, même la mise en place d'un scrutin, ou d'un simple doodle parfois entre amis, peut prendre beaucoup de temps. Bon, j'avoue, parfois c'est ma faute. Ce n'est pas pour rien si le 4 août 1914, au début de la Première Guerre mondiale, le président de la République française Raymond Poincaré déclara l'union sacrée pour autoriser l'autoritarisme des pouvoirs français et la fin des querelles démocratiques. Et ce n'est pas pour rien non plus si les membres de Podcast Science ne se sont pas organisés en État démocratique, mais ont préféré désigner un dictateur, si j'ai bien compris parfois malgré lui, pour que le podcast puisse tourner à plein régime. Argument 3. Les citoyens sont pires qu'ignorants. Littéralement, la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Et ça, en fait, ce n'est le cas dans aucun pays démocratique. Dans tous les pays démocratiques, il y a même une grande sous-partie de la population qui n'a pas le droit de candidater pour devenir représentant, ni même le droit de voter lors d'élections démocratiques. Vous voyez de qui je parle ? Je parle des mineurs des moins de 18 ans. Nos démocraties interdisent à ces trop jeunes citoyens de participer à la vie politique. Pourquoi ? L'explication la plus avancée est que ces mineurs sont trop ignorants pour que leur voix doive compter. Mais à ce jeu-là, ils sont loin d'être les seuls. Si un jeune de 17 ans est trop ignorant pour voter, on peut légitimement se demander si ce ne serait pas aussi le cas de la plupart des adultes. Et oui, parce que je ne suis pas sûr que le taux de succès au bac de la population adulte soit supérieur à celui des jeunes de 17 ans. Alors, vous allez me dire, le bac, c'est pas vraiment ce qu'il faut savoir pour bien voter, certes. Et je vous répondrai que l'ensemble des connaissances nécessaires pour un vote assez bien informé dépasse mais de loin le cadre du bac. Ça inclut aussi des connaissances de géopolitique, de philosophie politique, de philosophie morale, d'économie, de finance, d'environnement, d'écologie, d'énergie, de technologie, de santé, de biais cognitifs, de sociologie, voire de biologie, de chimie, d'histoire et de géographie. Bref, j'ai bien peur que la quasi-totalité d'entre nous sommes beaucoup trop ignorants
pour un vote assez bien informé. En fait, c'est pire que ça. Comme aimait le démontrer le statisticien Hans Rosling, sur de très nombreuses questions de société, nous sommes pires qu'ignorants. Nous penchons du mauvais côté. Dans bien des cas, notre connaissance est strictement inférieure à celle d'un chimpanzé qui répondrait au hasard. La bonne réponse est si souvent l'opposé de ce que l'on croit. Or, la démocratie, c'est le triomphe des croyances les plus populaires, y compris lorsque celles-ci sont pires qu'ignorantes. Argument 4. Les citoyens sont irrationnels. Imaginez que vous soyez jugé pour un crime que vous n'avez pas commis. Votre sort sera déterminé par un procès, et en particulier par le jury du procès. Sauf que, avant que le procès ne commence, les 9 jurés vous regardent droit dans les yeux et vous disent qu'ils ne liront pas votre dossier, qu'ils n'écouteront pas votre défense, que leur décision est déjà prise, qu'ils ont vu votre gueule et clairement, vous avez une gueule de coupable. Je pense que vous trouveriez cette forme de justice injuste. Sauf que selon le philosophe Jason Brennan, ce type de procès est une parfaite illustration de la démocratie telle qu'elle est pratiquée à travers le globe. Comme l'explique très bien Stéphane sur Homo Fabulus, nos choix poétiques sont un jugement de faciès effectué en 100 millisecondes. Alors je suis sûr que vous avez tout plein d'arguments pour justifier vos positions politiques. Mais comme l'explique Jonathan Haidt, notre intuition prend position bien avant que notre raison se lance dans un raisonnement motivé et ne collecte que les arguments qui confortent notre intuition. Et il ne s'agit pas uniquement de notre attitude vis-à-vis de politiciens. Dans tout plein de débats de société, nous prenons position bien avant de nous intéresser aux détails du débat. Sauf qu'à l'instar des décisions d'un jury, les décisions démocratiques ont des conséquences graves. Elles correspondent à l'autorisation d'utiliser la force, typiquement via les forces de l'ordre, pour obliger les citoyens à se soumettre à la volonté démocratique, y compris lorsque cette volonté démocratique est irrationnelle. En démocratie, nos concitoyens ont un droit de vie et de mort sur nous et ils ne prendront pas le temps de réfléchir à notre sort. Argument 5. Les incentives des médias et politiciens. Dans un système démocratique, il faut l'appui du peuple. Et pour avoir l'attention du peuple en pratique, il faut éviter de parler des nombres de Catalans ou des cycles de Milankovic. Pour que le peuple s'intéresse à nous au point de penser à voter pour nous, il faut faire le buzz. Comme on en a déjà parlé dans l'épisode 9, pour un homme politique ou pour un média, le pire n'est pas de dire des bêtises. En fait, de nos jours, il semble même que ça soit une bonne chose de dire des bêtises, puisque ça attirera l'attention populaire. Non, le pire, ce n'est pas de dire des bêtises, le pire, c'est d'être ignoré. Et pour ne pas être ignoré, le plus simple et le plus efficace, c'est de créer des polémiques à tout va et à exagérer l'importance de ce qui intéresse le peuple. J'entends parfois dire que la démocratie requiert des politiciens et des médias de qualité. Malheureusement, il me semble que la théorie des jeux prédit que la démocratie implique des politiciens populistes et démagogiques et des médias catastrophistes et putaclic. Les conditions d'une démocratie idéale semblent incompatibles avec les incentives engendrés par la démocratie. Argument 6. La politique crée l'hooliganisme. La politique abrutit et corrompt, affirme Jason Brennan. Autrement dit, plus les citoyens s'intéressent à la politique, plus ils choisissent un camp, et surtout, plus ils défendent leur camp de manière irrationnelle. Cette remarque, elle a rien d'évident a priori, et les théoriciens du XVIIIe auraient largement pu en douter. Certains philosophes pensaient même que l'implication politique des citoyens allait conduire à leur épanouissement. Et cette idée persiste encore aujourd'hui, puisqu'il est souvent considéré intellectuel que de s'intéresser à la politique et à l'actualité, et d'avoir un avis sur tout débat de société. Cependant, les sciences sociales empiriques ne cessent de démontrer le contraire. Dans les épisodes 10 et 11, on a vu à quel point l'hooliganisme politique inhibait nos capacités intellectuelles, et dans l'épisode 27, on a vu pourquoi cet hooliganisme est une composante importante de la nature humaine. Selon Jonathan Haidt, la sélection naturelle a sélectionné notre désir de protéger irrationnellement nos semblables, car la sélection de groupe était la clé de la survie humaine. Cependant, parce que les politiciens doivent faire le buzz, puis doivent chercher à former une coalition majoritaire, ils vont nécessairement faire appel à l'hooliganisme en nous, de sorte que, dès que l'on s'intéresse à la politique, on est voué à être tiraillé par des appels à notre hooliganisme. Ainsi, l'implication politique semble vouée à se transformer en hooliganisme politique, ce qui, selon Jason Brennan, abrutit et corrompt.
D'ailleurs, c'est pas un hasard si on évite de parler de politique lors de grands repas de famille ou avec des gens dont on a de bonnes chances de pas partager les opinions politiques. Parler politique, ça éveille l'hooliganisme en nous. Si on est avec des partisans dont on partage les convictions, on risque de subir la polarisation de groupes qui pousse à l'extrémisme. Et en présence d'avis contraires, on semble voué à souffrir de discussions qui sont déplaisantes. Alors que quand on n'est pas hooligan, en fait, des avis contraires, c'est souvent très intéressant. Argument 7. La démocratie coûte cher en travail humain. Le révolutionnaire et président américain John Adams disait « Je dois étudier la politique et la guerre pour que mes enfants puissent avoir la liberté d'étudier les mathématiques et la philosophie. » Autrement dit, pour ce politicien, la politique n'est pas une fin en soi. L'idéal serait une société sans devoir politique. Une société où chacun pourrait se préoccuper de ses passions et uniquement ses passions. Et bon, quitte à passer pour une enflure, à titre personnel, me concernant, c'est aussi mon idéal de société. J'aimerais pouvoir passer mon temps à faire des mathématiques, avoir des discussions philosophiques avec des logiciens que j'adore, à lire les réflexions et les découvertes des grands scientifiques et des grands vulgarisateurs des sciences, et à me balader dans des paysages magnifiques. J'aimerais ne pas avoir à m'intéresser à notre politique et encore moins à l'actualité et aux hommes politiques. Ça va peut-être déplaire à plus d'un, mais je trouve l'actualité, les faits divers et les polémiques entre hommes politiques incroyablement ennuyeux, surtout comparativement à la beauté des mathématiques. Et j'ai tendance à penser que beaucoup profiteraient davantage de leur vie s'ils s'extasiaient des merveilles des sciences et de la philosophie, au lieu de continuellement s'informer de l'actualité politique. Mais pour beaucoup, l'exigence démocratique impose un devoir moral à chaque citoyen à s'informer et à se faire des avis sur des sujets de société qui, pourtant, sont souvent très loin de nos domaines d'expertise ou d'intérêt. L'exigence démocratique impose un devoir moral à prendre le temps et à dépenser l'énergie nécessaire pour décrypter l'actualité politique et pour aller voter. Je vais sans doute passer pour un énorme flemmard, mais la démocratie exige un travail de la part de chacun de ses citoyens, et il me semble que cette exigence de travail de la part de tous est un énorme point négatif dans le calcul utilitariste. Il arrive souvent que de nombreux débats présupposent inconsciemment que si une décision est démocratique, alors il s'agit d'une bonne décision. Ou encore que tout irait beaucoup mieux dans nos sociétés si nos sociétés étaient davantage démocratiques. On admet communément que la démocratie c'est bien, et on construit souvent nos réflexions politiques autour de ce postulat. Et ce que je trouve très problématique, c'est que ce postulat n'est quasiment jamais remis en cause, alors qu'il n'a rien d'évident. Si vous n'avez jamais remis en cause les bienfaits de la démocratie, je vous recommande vivement 2 livres qui critiquent la démocratie. Celui de l'économiste Bryan Caplan dont on a parlé dans l'épisode 11 et celui du philosophe Jason Brennan au titre très explicite Against Democracy. J'ai trouvé ces 2 livres très convaincants. En fait, ce qu'ils suggèrent, c'est qu'étant donné tout ce que l'on sait aujourd'hui de la manière dont les électeurs votent, l'utilitariste est très certainement contre la démocratie, ou du moins contre l'hooliganisme démocratique, qui consiste à dire qu'il faut plus de démocratie dans nos sociétés. Mais alors, quelles sont les alternatives à la démocratie ? Eh bien, je dirais justement que notre difficulté à penser à autre chose que la dictature montre justement que nous avons des œillères au moment de penser à ces questions, et que nous ne nous rendons pas compte que, dès aujourd'hui, la quasi-totalité des prises de décision collectives ne sont en fait ni démocratiques, ni dictatoriales. Caplan fait justement remarquer que les prix et les quantités des biens que nous trouvons au supermarché ne sont pas du tout choisis de manière démocratique. Et qu'il peut s'agir d'une très bonne chose. Comme beaucoup d'économistes sensibilisés à la main invisible d'Adam Smith, et je vous renvoie vers les excellentes vidéos de Monsieur Phi à ce sujet, Caplan insiste sur le fait que beaucoup de marchés fonctionnent incroyablement bien. Et agir de façon démocratique sur ces marchés, typiquement par protectionnisme pour éviter l'augmentation des prix ou pour créer plus de jobs, risque de dérégler les marchés et de les rendre moins efficaces, ce qui, sur le long terme, risque de conduire à des pénuries ou à des inflations catastrophiques. Brennan, lui, fait valoir ce qu'il appelle l'épistocratie, ce qui signifie littéralement le pouvoir au savoir. Il s'agit des cas où une décision est prise par un ensemble d'experts plutôt que par l'ensemble de la population. C'est le cas par exemple du statut des théorèmes mathématiques. Si un théorème est considéré vrai, ce n'est pas parce que le peuple l'a voté en référendum, et ce n'est pas non plus parce qu'un dieu mathématique l'a déclaré dictatorialement. La validité des théorèmes mathématiques est l'avis combiné d'une poignée d'experts qui s'accordent pour reconnaître la validité de la preuve du théorème, comme on en a parlé avec Monsieur Phi dans le premier axiome. Et en fait, de tels processus sont omniprésents
pour toutes sortes de sujets qui requièrent une expertise. Que ce soit l'économie, la finance, l'énergie, l'écologie, les OGM, les vaccins, la technologie, la sécurité, le chiffrement informatique et l'éducation. Le citoyen médian n'a pas son mot à dire sur la prochaine norme HTML, l'audit des entreprises du CAC 40, la crédibilité de la mécanique quantique, les priorités de la recherche en santé ou la rationalité du nombre tau. Et c'est sans doute une bonne chose. Sur de tels sujets techniques, il semble que les décisions épistocratiques maximiseront bien plus le bonheur global que des décisions démocratiques. Et si mes calculs utilitaristes sont justes, il s'agira alors d'un devoir moral utilitariste que d'exiger l'absence d'influence démocratique sur de telles questions. La dernière fois, on a parlé de travail avec Gilles de la chaîne Eureka et vous avez été plusieurs à souligner qu'on n'a pas du tout fait la différence entre le mot travail et le mot emploi. En effet, je pense qu'on a parlé pas mal du mot travail dans le sens économique. Je pense aussi qu'on a utilisé le mot travail tout simplement dans le sens le plus commun. On n'a pas cherché à avoir des discussions philosophiques sur ce qu'était le travail et si c'était bien ou mal. On a cherché vraiment à utiliser la manière dont les gens pensent le travail. Et je pense que c'est très important, tant qu'on fait des vidéos de vulgarisation, quand on parle avec beaucoup de gens comme cela, de s'adapter, d'adapter notre langage à tel qu'il sera entendu et non pas d'essayer d'imposer la sémantique reconnue par une petite communauté. Plus généralement, comme vous l'avez compris dans cette vidéo, je trouve que bien souvent, trop souvent en fait, on a tendance à vouloir imposer notre perception des mots à d'autres personnes, alors que le but de mes vidéos, c'est plutôt de communiquer des idées et pas de disserter sur les différentes interprétations possibles sémantiques de différents mots. Et ça me permet aussi d'insister sur un point très négatif à mon sens des morales déontologiques, ou même plus généralement de dire qu'on attribue beaucoup de valeur à un truc qui est identifié par un mot. Par exemple, typiquement dire que la démocratie c'est bien. Je trouve que cette phrase est très problématique parce que souvent en fait on va prendre ça comme le truc à défendre, on va devenir un peu hooligan de cette phrase la démocratie c'est bien, et pour pouvoir défendre notre position, on va ensuite déformer le sens des mots et on va ajuster le sens des mots pour pouvoir justifier nos principes déontologiques ou les valeurs morales un peu dogmatiques que l'on a attribuées aux différents objets. Bref, je pense qu'il y a énormément de manipulation des sens des mots qui sont dues à une combinaison de principes déontologiques et de la morale des hooligans qui font que on a envie de défendre ceux qui on considère sacrés, comme par exemple la démocratie. Et une fois qu'on a sacralisé la démocratie, c'est impossible de la critiquer et c'est impossible de voir ses limites et ses défaillances, puisque à chaque fois on peut toujours modifier la définition du mot démocratie pour que finalement ça marche bien, et à ce moment-là chacun a sa définition du mot démocratie. Bref, c'est pas une bonne façon de raisonner à mon sens. Typiquement un exemple de ça, le commentaire de Yann Luna fait valoir que certains travaux sont en fait moralement bien. Notamment, il souligne le travail non rémunéré des retraités qui apporte finalement beaucoup de bien, notamment d'un point de vue utilitariste, à leur entourage. Et du coup, on a envie de dire que le travail, c'est bien. Donc littéralement, dans le commentaire de Yann Luna, il y a une phrase qui dit que le travail est une valeur importante qu'il faut promouvoir. Moi, tel que je comprends du commentaire, en fait, c'est pas le travail qu'il faut promouvoir dans ce cas-là. Ce qu'il faut promouvoir, c'est l'action qui va conduire à plus de bonheur général. C'est une interprétation un peu utilitariste, mais en particulier ce qui est bien là, c'est pas le travail. Ce qui est bien dans l'exemple qui est donné, en tout cas, c'est pas le travail en tant que tel, ce sont les conséquences du travail. Et donc tout ce qui apporte plus de bonheur, oui, il faut le promouvoir, bien sûr. Mais le travail en tant que tel, est-ce qu'il faut vraiment le promouvoir? Il me semble que cette conclusion est biaisée par le fait qu'on a modifié le sens du mot travail parce qu'on voulait défendre ce principe à la base. Bref, je fais encore intervenir des principes utilitaristes, mais en tant qu'utilitariste, il n'y a pas à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas. Ça dépend du contexte et surtout des conséquences des différentes actions. Et en particulier, le mot travail regroupe tellement de choses et certaines qui sont pas forcément bénéfiques, qui apportent pas forcément plus de bonheur au plus grand nombre. Du coup, c'est un peu bizarre de dire le travail c'est bien quand il existe au moins des contre-exemples où le travail est pas forcément moralement justifiable.
en tout cas d'un point de vue utilitariste. Je sais qu'il y en a qui en ont un peu marre que j'utilise beaucoup le point de vue utilitariste, mais je trouve que c'est très utile le point de vue utilitariste pour justement sortir de ces positions un peu hooligans que l'on a sur des principes déontologiques ou sur des valeurs que l'on attribue à certains concepts. Alexis Balcerzak nous dit que les plus riches n'ont pas intérêt à faire ça, donc je pense qu'il y a un peu d'hooliganisme encore une fois dans ce commentaire. Les plus riches ne sont pas forcément méchants, et je renvoie vers les excellentes vidéos de Monsieur Phi sur Nietzsche, qui explique très très bien comment la réaction anti-riche est une réaction finalement assez hooligan. C'est voilà, nous contre eux. Et en particulier, comme on vit en partie en démocratie, où il y a quand même des représentants qui veulent être réélus et qui ont intérêt pour être réélus à prendre des décisions démocratiques, moi je dirais plus que ce qui fait que ça ne change pas, c'est surtout que la plupart des gens veulent plus de jobs. C'est quand même un débat assez récurrent. Comment créer plus de jobs? Comme si c'était évident qu'il s'agissait d'un devoir moral de créer plus de jobs, ou qu'une société serait meilleure si elle avait plus de jobs. Et l'argument de la vidéo précédente, c'est justement que si on en est arrivé là, c'est parce que beaucoup de gens sacralisent le travail. Or, d'un point de vue utilitariste, il n'y a aucune raison de sacraliser le travail. Ce qu'il faut surtout, c'est que chacun ait tout ce qu'il faut pour bien vivre. Et sans doute que dans les années à venir, avec l'avènement de l'automatisation, ce sera de plus en plus possible et sans doute souhaitable. Je reviens un peu sur le truc administratif parce que moi personnellement j'aime vraiment pas l'administratif. Il y a tellement de travaux administratifs qui pourraient être juste éliminés en introduisant juste les bons outils informatiques. Mais pour en arriver là, il faut supprimer des jobs. En particulier dès aujourd'hui, je pense que c'est déjà utile de désacraliser un peu le travail. Et l'autre chose que je voulais dire par rapport à ces riches, à ces méchants riches, c'est que en fait, à bien réfléchir, je pense qu'ils ont en fait pas mal intérêt à ce qu'il y ait une redistribution des richesses. Encore une fois, comme explique souvent très bien Gilles sur Eureka, l'idéal pour eux, c'est d'avoir des entreprises qui tournent sans travail, parce que ça coûte cher le travail. Et l'autre truc, c'est que le sentiment d'insécurité dans la population avec l'avènement de l'automatisation, c'est quelque chose qui pourrait être une menace pour les riches, et à ce moment-là, je pense que les riches ont tout intérêt, de façon assez égoïste, à redistribuer les richesses. Pour quelqu'un qui est très très riche, la valeur marginale de l'argent est finalement très très faible, c'est-à-dire $1 pour quelqu'un de très très riche ne change pas grand-chose. Par contre, le sentiment d'insécurité qu'il pourrait ressentir avec une population qui est menaçante par exemple, c'est quelque chose qui peut avoir un coût plus important que la perte $1. Et l'exemple très classique de cela, ce sont l'investissement dans les écoles. Finalement, investir dans les écoles, c'est une très bonne stratégie pour les riches, puisque ça permet d'éduquer, d'avoir plus de main-d'œuvre de qualité à l'époque, mais plus de personnes éduquées qui vont réduire le sentiment d'insécurité et puis qui vont faire une société plus intéressante. Donc je pense que beaucoup de riches ont beaucoup d'intérêt à ce qu'il y ait une redistribution des richesses qui ne se fasse pas uniquement via les emplois. Et en particulier, je pense que stigmatiser les riches comme ça, c'est pas forcément une bonne stratégie. Et voilà, attention à l'hooliganisme. Newsapodia considère que la vidéo précédente était anticapitaliste. Alors on serait sans doute étiqueté des deux communistes aux États-Unis avec la vidéo précédente, mais en fait c'est des choses qui, à mon sens, transcendent très largement le clivage capitaliste versus communiste. Et en fait, rien que penser selon ce clivage, voilà, fait monter l'hooligan en nous et nous fait prendre parti. Et c'est la mauvaise façon de faire. Et en fait, si on regarde les travaux de beaucoup d'économistes souvent catalogués capitalistes, comme par exemple Milton Friedman, il y a des idées de redistribution des richesses. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'économistes actuels qui considèrent de plus en plus le revenu de base comme étant, ou la redistribution des richesses de façon plus générale, comme étant quelque chose de bien, même si ces gens-là sont aussi en train d'admirer l'efficience des marchés et la main invisible d'Adam Smith. Je pense que c'est tout à fait compatible de dire « Waouh, ça marche incroyablement bien les marchés » et de dire « il faut redistribuer aussi les richesses ». Malheureusement, quand on tombe dans le clivage capitalisme versus communisme, on est incapable d'avoir cette vision de l'économie qui pourtant aujourd'hui me semble faire de plus en plus consensus. Plus généralement, lors des 2 dernières vidéos, j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'hooliganisme dans les commentaires. On en a parlé un petit peu dans Axiom 3. Alors forcément, on aborde des sujets plus sensibles, donc c'est plus difficile de retenir l'hooligan qui est en nous. Du coup, j'étais un petit peu dépassé, j'ai pas censuré l'hooliganisme dans les 2 vidéos précédentes, mais on va remettre ça en place dans cette vidéo qui est très touchy. Maintenant que je suis revenu de vacances, je vais supprimer à nouveau les commentaires qui sont trop hooligans.
Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. La prochaine fois, on va parler de Wikipédia. Et notamment, Wikipédia, c'est un système qui n'est pas démocratique, qui est beaucoup plus épistocratique, justement, qui a un mécanisme qui est souvent imparfait, mais qui finalement donne des résultats qui sont d'une qualité absolument incroyable. Donc on va parler de Wikipédia la prochaine fois. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la commenter, à la partager. Pensez à vous abonner et à la cloche pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leurs dons et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Socrates was not elitist in the normal sense. He didn't believe that a narrow few should only ever vote. He did, however, insist that only those who had thought about issues rationally and deeply should be let near a vote. If I ask you, okay, you're a Democrat, why would anyone be a Republican? And your answer is, oh, because they're stupid and they're evil. That predicts you participate heavily in politics, you give money to politics, you're involved in 3 or more causes, and you vote frequently, early, and often. If on the other hand you say, well, I'm a Democrat, but let me explain why smart Republicans would say what they say, and you can actually articulate their worldview, that predicts you don't really participate, you don't give money to causes, you kind of stay home. So it looks like what we have are the high information people tend to be sort of extremist true believers, and then we have a massive hobbits who just sort of vacillate back and forth between different views and aren't very fixed. And the kind of ideal democratic citizen that, you know, the dispassionate social scientist who's trying to reach compromise and figure things out is largely a myth, and insofar as we do have people like that, they're just not that into politics. They just don't participate in politics. Don't be romantic about it. It's not a struggle of good versus evil. It's about the incentives, and I think democracy creates bad incentives.